Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à ce deuxième webinaire consacré à la réduction de l'horaire de travail en lien avec le Covid-19. Ce séminaire sera lié et consacré au décompte en matière de réduction d'indemnité d'horaire de travail. Je vous présenterai une première partie et la partie technique liée au décompte vous sera présentée par mes collègues Lorraine Camargos et Virginie Ita qui prendront le relais après le début de cette présentation. Tout d'abord, pour vous dire que nous travaillons dans un domaine qui évolue quasiment chaque semaine. Le régime spécial du chômage partiel lié au Covid-19 est un domaine qui évolue effectivement chaque fois que le Conseil fédéral se réunit. Nous avons pu réaliser ce séminaire avec le soutien et la coopération du secrétariat d'État à l'économie qui a répondu à un certain nombre de nos questions. Nous avons tenu compte des adaptations des ordonnances du Conseil fédéral jusqu'au 17 avril 2020, mais nous ne prétendons effectivement pas à l'exhaustivité. Évidemment que si vous avez une question particulière qui vous est posée dans le cadre de cette réduction des horaires de travail, il faut faire appel à un expert puisque nous allons vous donner ici un aperçu général de comment les choses fonctionnent au niveau des décomptes, mais nous n'entrerons pas dans le détail de chaque cas particulier. Ce séminaire était aussi protégé. Vous ne pourrez le refaire suivre ou le transmettre qu'avec notre accord. Au niveau de l'agenda, ce que nous allons traiter ce matin dans ce séminaire et ce webinaire, c'est les nouveautés en matière d'indemnisation pour la réduction de l'horaire de travail dans le domaine des formulaires, puisqu'il y a des choses qui ont changé depuis notre premier webinaire. Nous allons traiter dans le détail la procédure et les décomptes de salaire avec différents scénarios, y compris leur comptabilisation, et nous traiterons également quelques cas particuliers. Ce que nous n'allons pas traiter ce matin, ce sont toutes les questions liées au droit du travail ainsi que les informations de base concernant le chômage partiel, puisque ces informations-là, nous les avons déjà traitées dans le séminaire que nous avons donné le 24 mars 2020. Nous nous limiterons dans ce séminaire-ci aux changements qui ont eu lieu depuis le 24 mars 2020 dans ce domaine. Si vous êtes intéressé à revoir le premier webinaire, nous vous avons mis le lien sur le site YouTube. Deuxième sujet important que nous ne traiterons pas ce matin, c'est tout ce qui a trait aux allocations pour perte de gain, en particulier pour les indépendants, puisque c'est un sujet en soi qui fera l'objet d'un webinaire particulier. Et s'agissant de la planification des liquidités, là également, même si on sait que les crédits relais accordés par la Confédération et les banques en raison du Covid peuvent apporter un certain soulagement, nous n'allons pas traiter ces problématiques ce matin dans le cadre de ce webinaire. Vous trouverez certaines informations à ce sujet sur notre site Internet et un webinaire pourra être consacré à cette question précise également. J'entre donc dans le vif du sujet en ce qui concerne les nouveautés en matière de réduction de l'horaire de travail par rapport à ce que nous vous avions indiqué lorsque nous nous sommes parlé le 24 mars 2020. Dans les personnes qui ont droit aux indemnités pour réduction de travail, aux réductions d'horaire de travail, on a tous les salariés qui ont subi une perte d'heures de travail justifiable. Et j'ai souligné le mot justifiable puisque l'entreprise qui entend bénéficier de ces mesures doit tenir un décompte d'heures précises par employé afin de prouver dans une deuxième phase, lorsqu'il s'agira d'établir les décomptes et d'obtenir des remboursements, de prouver la baisse effective de travail dans l'entreprise pour l'un ou l'autre collaborateur. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la perte de travail doit être liée aux mesures officielles qui ont été rendues par le Conseil fédéral en lien avec le Covid-19. On pense notamment aux fermetures de magasins et autres, à moins que la perte de travail puisse être évitée par des mesures appropriées et économiquement supportables. On pense ici en particulier, par exemple, au home office ou télétravail, qui ne permet pas de réduire complètement peut-être la perte d'heures de travail, mais de l'atténuer. Donc, si on entre dans ces deux catégories, on a droit aux indemnités pour RHT. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre le 24 mars et aujourd'hui, les ordonnances Covid-19 ont évolué et de nouvelles catégories de personnes qui étaient a priori exclues des indemnités RHT ont été admises au RHT depuis le mois de mars.
La première catégorie, ce sont les salariés qui ont un contrat de travail à durée déterminée, y compris les travailleurs temporaires. Cette catégorie n'était pas incluse au début, elle l'est aujourd'hui. Les apprentis ont également été inclus. On a également inclus les travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail sur appel, mais il faut que le contrat de travail ait déjà duré plus de 6 mois pour que les personnes qui travaillent sur appel puissent être éligibles au RHT. On a également étendu le droit au RHT aux personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint, ainsi que les chefs d'entreprise, même si pour ces deux catégories de personnes, le salaire maximum ou l'indemnité maximum qui peut être due est de 4 150 francs par poste à plein temps. Et puis la dernière modification qui a été apportée, cette modification qui date de vendredi dernier, c'est les personnes qui sont particulièrement à risque selon les articles 10b et 10c de l'ordonnance 2 COVID-19, où le Conseil fédéral a donné une liste assez précise maintenant des critères médicaux qui justifient le fait pour une personne d'être considérée comme particulièrement à risque et du coup avoir droit aux indemnités pour réduction d'horaire de travail. Les personnes qui ne sont pas encore éligibles pour les RHT, ce sont les salariés dont le contrat a été dénoncé pour la période de préavis. Donc, si vous avez un employé pour lequel vous avez décidé de donner le congé moyennant le respect d'un délai de 2 mois, par exemple, donc si on prend la situation aujourd'hui, nous sommes le 20 avril, vous donnez le congé pour la fin du mois de juin, eh bien, vous n'aurez droit à demander les RHT pour cet employé que jusqu'au 30 avril et pour la période mai-juin, qui est le délai de préavis, pour cette période-là, il n'y a pas de droit aux indemnités RHT. Même chose en ce qui concerne les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS, donc 64 ans pour les femmes, 65 pour les hommes. Eh bien, ces personnes n'ont plus droit au RHT, même si d'une certaine manière elles continuent encore à travailler et à cotiser. La raison pour laquelle elles n'ont pas droit au RHT, c'est qu'elles ne cotisent plus à l'assurance chômage et que du coup, comme les RHT sont une émanation de l'assurance chômage, elles n'ont pas droit à ces indemnités. Les personnes qui n'auraient pas donné leur accord pour la réduction de l'horaire de travail n'ont pas droit non plus au RHT. En revanche, on verra qu'en matière de droit du travail, cela peut avoir des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la fin du contrat. Précision importante également pour les personnes dont le temps de travail ne peut pas être suffisamment contrôlé. Je vous ai dit il y a quelques minutes qu'il fallait qu'on puisse justifier la perte effective d'activité et l'expérience que nous avons pu récolter jusqu'à ce jour au niveau des cantons romans montre que les caisses de chômage sont assez exigeantes quant à la détermination et à la précision avec laquelle on peut apporter la preuve qu'une personne est effectivement RHT. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place un système, pas forcément de pointage, mais de saisie assez précise des heures de travail par jour et par personne qui permet d'identifier le delta. Mes collègues y reviendront aussi peut-être par rapport au calcul, par rapport à cette perte de travail. Les personnes qui ne souhaitent pas travailler pour des raisons personnelles. On prend un exemple d'une personne qui n'est pas une personne à risque, mais qui est anxieuse et qui ne souhaite pas aller travailler alors même que son entreprise respecte toutes les directives de l'OFSP. Ces personnes-là n'ont pas droit aux indemnités pour réduction d'horaire de travail, leur employeur non plus. En revanche, si elles refusent d'aller travailler alors que toutes les conditions sont respectées et que les règles d'hygiène sont respectées, elles s'exposent à ce qu'on appelle un abandon de poste qui peut aller jusqu'au licenciement immédiat. Et évidemment, dernière catégorie, les indemnités pour réduction d'horaire de travail, c'est une indemnité subsidiaire. Si une autre assurance est tenue de prendre en charge la perte de revenus, une assurance accident, s'il y a eu un accident, une assurance maladie, si la personne est malade, eh bien évidemment qu'il n'y a pas cumul des indemnités, ce sera l'autre assurance qui va prendre le relais. Voilà pour ces quelques nouveautés. Maintenant, s'agissant des formulaires, on vous informe que au début, il y avait 2 formulaires. Un formulaire pour la demande de préavis et un formulaire qui avait trait au consentement des collaboratrices et collaborateurs. Ces 2
formulaires ont été fusionnés dans un seul. Donc, à partir du moment où vous faites un préavis, vous demandez un préavis au service de l'emploi cantonal pour bénéficier des RHT, vous avez un seul document qui fait 1 page et demie dans lequel il s'agit aussi de confirmer que les employés concernés sont d'accord. Il n'y a plus besoin de remplir 2 formulaires différents. S'agissant du décompte, ce décompte doit être adressé non plus au service de l'emploi, mais à la caisse de chômage compétente que vous aurez retenue. Le délai pour déposer ce décompte est de 3 mois à compter de la fin de la période de référence. Donc, si je prends le décompte à fin mars, ce dernier peut être déposé jusqu'à la fin du mois de juin. Et il faut faire très attention parce que là aussi, le formulaire a été adapté depuis le mois de mars et les formules qui sous-tendent le fichier Excel ont également été adaptées avec des résultats qui peuvent différer. Donc, il faut bien utiliser le bon formulaire, celui qui figure sur le site de Travail Suisse et sur le site du SECO et non pas des vieux formulaires qui étaient applicables dans les procédures de réduction d'horaire de travail ou de chômage partiel avant Covid-19. Là également, peut-être une précision. Notre expérience montre que les caisses de chômage n'ont pas encore une grande expérience dans le domaine et dans le traitement de ces décomptes RHT liés à Covid-19. Et si votre entreprise dispose des liquidités nécessaires pour continuer à payer les employés pendant une période de 2 ou 3 mois sans avoir fondamentalement besoin des indemnités RHT versées par l'État, on vous recommande d'attendre un tout petit peu avant de déposer la version finale des décomptes pour éviter des allers-retours avec les caisses de chômage, des procédures de réclamation, des procédures de recours, puisque ça prend toujours beaucoup plus de temps et c'est aussi plus onéreux que le dépôt d'un décompte qui se fonderait sur une pratique un tout petit peu plus établie que celle qu'on connaît actuellement au niveau des caisses de chômage. Ce qui est intéressant, c'est que le délai de préavis, on vous disait dans le séminaire du 24 mars qu'il avait été réduit, mais qu'il était encore de 3 jours. Ce délai a été supprimé avec effet rétroactif. Ça veut dire que toute personne ou toute entreprise qui a fait une demande de préavis RHT l'obtient à partir du jour du dépôt de la demande. Si c'est par email, c'est le jour de l'envoi de l'email, et si c'est par la poste, c'est le jour du cachet de la poste qui fait foi. Et pour traiter toutes les entreprises de la même manière, le Conseil fédéral a décidé que le délai de préavis a été supprimé à partir du jour du dépôt pour tout le monde. Les jours de carence, on est passé de 10 à 3 puis de 3 à 0, c'est également supprimé et avec effet rétroactif à partir du moment où la demande a été acceptée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Conseil fédéral a décidé depuis le 24 mars de prolonger la durée maximale des indemnités RHT de 3 à 6 mois. L'ordonnance dit que c'est automatique, mais nous vous recommandons, si vous avez fait la demande et il y a déjà un peu plus presque un mois, pour 3 mois, puisqu'on ne pouvait pas le faire pour 6 mois à cette période, de demander au service de l'emploi qu'il vous confirme que l'on peut bien passer aux 6 mois plutôt que d'avoir une mauvaise surprise avec un délai qui vous serait et des indemnités qui vous seraient coupées après 3 mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la réglementation ordinaire en matière de réduction d'horaire de travail et d'indemnité, la période maximale pendant laquelle on peut prétendre à des indemnités si on dépasse 85% de perte de travail était de 4 mois et cette période maximale de 4 mois a été suspendue dans le cadre de Covid-19. Si l'on passe maintenant brièvement en revue le nouveau formulaire, donc ça c'est le formulaire pour le préavis, vous le trouvez sur le site Travail Suisse et sur le site du SECO. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce formulaire, c'est de bien vérifier à l'avance s'il vaut mieux demander le préavis pour l'ensemble de l'entreprise ou pour des secteurs d'exploitation, puisque selon les circonstances, vous pouvez avoir des départements au sein de votre entreprise qui sont plus ou moins touchés par la réduction d'horaire de travail. On sait qu'il faut au moins 10% pour que l'on puisse prétendre à des RHT. Mais si vous demandez la réduction d'horaire de travail pour l'ensemble de l'entreprise, il y aura un effet de lissage sur la totalité de l'entreprise, alors que si vous vous limitez à demander les réductions d'horaire de travail pour certains secteurs d'activité, vous allez pouvoir obtenir au bout du compte davantage d'indemnités que si vous le faites de manière globale. C'est important puisque à partir du moment où on fait une demande de préavis, soit pour toute l'entreprise, soit pour des secteurs d'exploitation, on peut
plus changer son fusil d'épaule et ensuite, dans le cadre des décomptes, faire des décomptes par secteur d'exploitation, sauf à refaire une nouvelle demande de préavis. Donc là, il y a des calculs préalables à faire au niveau des services des ressources humaines et comptabilité des entreprises pour savoir quelle est la variante secteur d'exploitation ou toute l'entreprise qui est la plus favorable à l'entreprise. La question numéro 2 des formulaires a trait au lien de causalité entre la perte de travail et la crise Covid. Là également, notre expérience nous montre que certains cantons sont assez généreux, comme Genève et Fribourg, où on n'a pas véritablement de questions. À partir du moment où le formulaire est envoyé, la réponse ou le préavis positif est quasi automatique. Et d'autres cantons, comme le canton de Vaud, où les services de l'emploi posent un certain nombre de questions pour justifier le lien de causalité entre la perte d'heures de travail et la crise Covid-19. Donc là également, il ne s'agit pas d'écrire 45 pages, mais il faut quand même expliquer en quoi il y a une baisse d'activité et non seulement une baisse de chiffre d'affaires. Par rapport à la question numéro 3, donc là, vous devez donner quand même si, en fonction de la solution que vous avez choisie à la question numéro 1, entreprise dans son ensemble ou secteur d'exploitation, vous devez donner l'effectif total de l'entreprise ou du département en donnant également la liste des personnes dont le contrat de travail a été résilié, puisqu'on sait que ces personnes sont exclues à partir du délai de préavis, et les personnes qui travaillent sur appel, puisque ces personnes sont éligibles au RHT. S'agissant de la confirmation que l'ensemble des employés concernés ont donné leur accord, nous avions déjà indiqué que nous trouvions exagéré de demander un accord écrit et formel de chaque employé quand on est dans des grandes structures. C'est clair que pour des raisons de preuve, c'est toujours utile et surtout pour les petites et moyennes entreprises, je pense que c'est assez simple d'obtenir ce consentement, surtout si les RHT sont appliqués, je dirais, de manière dure, avec une réduction du salaire des personnes concernées à concurrence de 20% de la perte d'activité. Et ce qui est important aussi, c'est que vous devez confirmer que vous avez mis en place au sein de votre entreprise un système de contrôle du temps de travail, ne serait-ce que par le biais d'un tableau Excel que chacune et chacun doit remplir, puisque c'est un des éléments clés pour l'établissement des décomptes. Et la dernière précision qui a trait à la fiabilité des renseignements, certaines entreprises mal intentionnées ont voulu peut-être un peu profiter des indemnités pour réduction d'horaires de travail ou surfacturer un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces documents, ce sont des titres et que si on a donné des informations inexactes dans l'optique et dans l'intention d'obtenir davantage que ce à quoi on aurait droit, eh bien, évidemment, c'est susceptible de sanctions pénales et le SECO a imposé à ce que les documents soient conservés pendant 5 ans, de telle sorte qu'ils puissent, à un moment ou à un autre, de manière ponctuelle, faire des contrôles. Donc, soyez précis et détaillés pour ces demandes de préavis ainsi que pour les formulaires de décompte et reflétez la réalité économique telle qu'elle se présente dans votre entreprise et pas autre chose. Voilà, j'en aurais terminé pour cette introduction et les rappels des principes de base pour le formulaire de préavis et je passe la parole à mes collègues Lorraine et Virginie pour l'application concrète et le règlement de l'indemnisation du chômage à l'aide du formulaire de décompte. Merci Nicolas, bonjour à tous. Nous allons donc aborder les aspects pratiques liés à l'application et au règlement de l'indemnisation du chômage partiel. Il est peut-être important de préciser que les entreprises qui subissent une réduction temporaire ou une suspension complète de son activité alors que les rapports contractuels sont maintenus, elles peuvent prétendre à des indemnités pour RHT même hors situation Covid-19. En effet, ce sont surtout pour des raisons économiques, mais les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, comme les pertes de travail dues aux conditions météorologiques, peuvent également être des raisons valables. Mais au vu de la pandémie, la procédure a été simplifiée pour les réductions de temps de travail liées au Covid-19 et c'est cette nouvelle procédure qui est au centre de notre présentation aujourd'hui. Alors, abordons maintenant les différences entre l'ancienne procédure et la procédure simplifiée. Ici, vous avez le formulaire classique qui est utilisé pour les autres demandes et le formulaire actuel. Pour rappel, officiellement, seul le formulaire actuel doit être rempli et envoyé à la caisse de chômage, mais le formulaire classique nous permet de déterminer les montants indemnisés par employé.
Alors, dans le formulaire de demande classique, le calcul de perte d'heures de travail se fait par employé. Les heures perdues sont déduites du salaire mensuel de l'employé. Les absences sont prises en compte individuellement et le calcul de l'indemnité tient compte de la part du 13e s'il y en avait un et la part des vacances et jours fériés. Tout ceci ne s'applique plus pour les demandes liées au Covid-19. Effectivement, dans le formulaire de demande actuel, la perte d'heures de travail est calculée et déclarée globalement pour l'ensemble des employés. Les heures perdues sont compensées sur la masse salariale totale. Les absences sont déduites globalement du total des heures perdues et la masse salariale déclarée comprend une partie du 13e, mais la part des jours de congé est fériée uniquement pour les travailleurs rémunérés à l'heure. Si on passe au slide suivant. Voilà, merci. Maintenant, nous allons analyser le formulaire de demande par partie. Alors, dans la procédure simplifiée, l'employeur remplit un décompte par mois. Dans ce formulaire, on va tout d'abord déterminer la perte d'heures de travail. Pour ce calcul, nous devons dans un premier temps compléter la case avec le nombre d'employés ayant droit et le nombre de ceux qui sont concernés par la réduction de temps de travail. C'est lorsque la demande est faite pour l'ensemble d'un département ou de l'entreprise, mais que pas tous les employés subissent une réduction au niveau de leurs heures. Dans la deuxième partie, on détermine le nombre d'heures à effectuer en temps normal. Et pour le faire, on va prendre le nombre de jours ouvrables du mois et le multiplier par les heures effectuées par jour. Dans ce calcul, on tient compte des heures pour l'ensemble des employés, qu'ils aient ou pas été touchés par le chômage partiel. Bien entendu, on fait le calcul au prorata pour les employés à temps partiel. Ensuite, le deuxième critère déterminant est le total des heures non réalisées qui correspond en fait au total des heures non travaillées à cause du Covid-19 pour la globalité des employés. Dans cette ligne, comme mentionné, les heures d'absence doivent être enlevées du total. On entend par heure d'absence, par exemple, les vacances, les absences par cause de maladie, d'accident ou encore pour le service militaire et les jours de formation des apprentis également. Avec ces données, on identifie la perte de travail globale. Et pour rappel, la perte doit être au minimum de 10% pour que l'assurance chômage intervienne. Concrètement, si une entreprise subit une perte inférieure à 10%, elle n'a pas droit aux indemnités chômage pour cause des rachetés. Une fois la perte de travail déterminée, on peut définir la perte de gain pour la période décomptée. Maintenant, nous devons mentionner dans la case grise du tableau la masse salariale soumise à l'AVS. On tient compte du salaire pour l'ensemble des employés ayant droit, même pour les travailleurs ayant effectué 100% de leurs heures de travail prévues. Pour ce montant, on doit respecter le salaire maximum de 12 350 et le seuil de 4 150 pour les actionnaires, dirigeants et leurs conjoints. Ce dernier seuil est fortement contesté car ces personnes cotisent au même titre que les autres employés à l'assurance chômage et c'est un principe maintenu de la procédure standard. L'argument utilisé étant que leur mauvaise gestion aurait causé la perte de travail. Or, dans le cas du Covid-19, ils n'ont pas de responsabilité et donc il n'y a pas vraiment de raison qu'ils soient pénalisés. C'est pourquoi il se pourrait que ce maximum soit supprimé, mais pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. On tient compte également de la part du 13e si c'est prévu par le contrat de travail. Et pour les salariés à l'heure, on ajoute la part aux vacances et jours fériés. Concernant les autres éléments des salaires, tout ce qui est contractuellement prévu fait partie. Par exemple, la part de la voiture ou encore les bonus fixes. Et bien entendu, les heures supplémentaires ne peuvent pas être déclarées. Enfin, tous ces éléments font partie du salaire à annoncer, pour autant qu'on ne dépasse pas les 12 350 ou encore les 4 150 de salaire maximum. Concernant les cas particuliers de perte de revenus, pour les travailleurs payés à l'heure, dans ce cas, on annonce le nombre d'heures convenues. Si les heures sont variables, on fait une moyenne, on traitera le salaire moyen dans la troisième partie. Ensuite, on a les commissions. Le plus important sera de prouver le lien entre la perte d'heures de travail et la perte des commissions. Si on peut le justifier, on peut tenir compte de la perte du salaire moyen à la commission. Et enfin, le salaire moyen. Pour le déterminer, on prend les 6 ou les 12 derniers mois, on choisit la version la plus avantageuse pour l'employé et on s'y tient pour les décomptes suivants. Dans ces cas,
Les variations dues à des critères saisonniers ne doivent pas être considérées. La dernière partie est certainement la plus attendue, c'est le calcul de l'indemnisation. C'est un calcul automatique qui reprend les données saisies précédemment et l'indemnité totale comprend le 80% de la somme des salaires des heures perdues et le remboursement de la part employeur des cotisations AVS, AI, APG, AC qui s'élève à 6,375%. La répartition du total indemnisé par employé se fait en interne et c'est à l'employeur de le déterminer. Maintenant, je laisse Madame Ita vous parler du décompte salaire avec RHT, y compris les retenues. Merci Lorraine. Donc bonjour à toutes. Là, on va voir maintenant un peu comment ça se passe au niveau des bulletins de salaire, comment traiter toutes ces demandes d'indemnité et comment les procéder en fait quand vous préparez vos salaires. Donc selon le calcul de l'indemnité chômage, selon l'article 34 de la loi sur l'assurance chômage, l'indemnité elle va être payée à 80% de la perte de revenus prise en considération. Le règlement entre l'employeur et la caisse de chômage, ce sera les calculs qui sont déterminés par le SECO et qui entreront en compte pour calculer après les salaires. Le règlement entre l'employeur et l'employé, il est libre, donc vous pouvez traiter comme vous le souhaitez un peu, mais il faut toujours savoir que le droit du travail doit être respecté et donc il y a quand même une base à maintenir. Là, nous sommes partis pour calculer en fait le salaire horaire admissible par l'assurance chômage. Donc, on va prendre en fait le nombre de semaines annuelles, qui est de 52, et les heures convenues par le contrat de travail pour la semaine. Donc là, nous sommes partis sur des heures de 40 heures par semaine, ce qui donne du coup, si on divise les 2080 par 12, on aura une moyenne par mois de 173,33. Le salaire mensuel convenu dans le contrat de travail est de 6 000 francs, mais en sachant qu'il y a un 13e salaire, donc on rajoute une part de 500 francs qui correspond aux 8,33% de 6 000 francs. Du coup, nous avons après le salaire horaire admissible de 37,50 francs. Dans le décompte qui va suivre, on est parti du fait que l'employé avait perdu une semaine à 100% de chômage et c'est sur cette base que nous allons faire les calculs. Nous reprenons donc le salaire mensuel à 6 000 francs que nous ajoutons à la fiche de salaire. Nous calculons les heures perdues RHT à 100%, donc nous prenons les 5 jours perdus à 100% à 37,50 francs, ce qui fait 40 heures à 37,50 francs, donc les 1 500 francs, que nous déduisons des 6 000 francs. Ensuite, l'indemnité RHT va venir compenser ça à 80%, donc nous prenons simplement les 1 500 à hauteur de 80%, ce qui nous donnera la différence entre les salaires touchés et les heures perdues de 20%, ce qui fera 300 francs de correction entre les deux. Il faut savoir que les cotisations d'assurance sociale sont toujours calculées sur le salaire à 100%. Donc là, on va les calculer sur le 6 000. Ça ne change pas. Il n'y a pas d'adaptation également pour la LPP. Il ne faudra pas annoncer un autre salaire. Vous continuez avec le salaire qui est assuré avant la RHT. Donc l'employé va toucher un peu moins de net à cause du fait que les cotisations sont calculées sur le 100%. La provision sur le 13e salaire, elle est toujours calculée sur les 6 000, donc on reste à 500 francs. Sur le prochain slide, on va partir sur le calcul du salaire horaire pour une personne qui est payée à l'heure. Donc là, on est parti du principe que l'employé touchait un revenu de 36,50 francs par heure, auquel on doit ajouter le fait qu'il ait 5 semaines de vacances, donc les 10,64%. Les jours fériés de 3,17%, on est parti sur une base de 8 jours cette fois. Et ensuite, on part du fait aussi qu'il touche un 13e salaire. Donc, le total de tout ça sera le salaire à payer normalement. Ensuite, dans son contrat, il est prévu que l'employé travaille 1040 heures par année. Et là, pour le mois de mars, du coup, nous allons
partir du principe qu'il y avait 22 jours ouvrables. Donc 22 jours, on calcule le nombre d'heures que ça fait et on arrive aux 88 heures. Cet employé a travaillé au final 15 heures. Il a pris 4 heures de vacances et il a eu une réduction du temps de travail de 69 heures. Donc sur le prochain slide, on va voir le calcul déjà pour la période où il a travaillé. Du coup, comme on l'a dit sur le slide d'avant, il avait travaillé 19 heures le mois de mars sur la base des 36 francs 50. Donc ça lui fait le salaire de 693 francs 50. Ensuite, on va payer également les jours fériés et les jours de vacances. Donc on va additionner les deux montants des jours de fériés et des jours de vacances qui étaient de 10,64% plus les 3,17% sur les 693,50 pour arriver au 95,75 et auquel on rajoute sur cette base la part du 13e salaire. Donc ça nous fait un total de 855 francs pour le salaire où l'employeur a travaillé. Ensuite, on va passer à la partie pour la période où il n'a pas pu travailler et où il a été en réduction de temps de travail. Il a eu une baisse de travail de 69 heures qu'on calcule toujours sur la base des 36 francs 50 qui était déterminée par le contrat. Donc, on arrive au salaire de 2518 francs 50. On va réduire ce salaire à 20% qui donnera en fait la partie qui ne sera pas payée par la RHT. On rajoute tout de même les vacances et les jours fériés à la partie des 2518,50 et la part au 13e salaire, ce qui nous donnera du coup l'indemnisation totale du chômage de 2559 francs 40. Le total de son salaire sera payé donc de 3414,40, donc les 855 plus les 2559,40. Et ceci, après, nous allons devoir déduire les cotisations d'assurance sociale. Comme dit avant, les cotisations d'assurance sociale se calculent toujours sur le 100% et non sur les décomptes RHT. Donc, on va prendre la base des 3918 francs 50. Donc, c'est ce qu'on a calculé précédemment, c'est les 855 francs. Ensuite, ce serait les 2518 francs 50 s'il avait travaillé à 100% tout le mois. Ensuite, on rajoute la part aux vacances, aux jours fériés et la part au 13e, ce qui nous donne les 3918 francs 10. Donc sur ça, pareil qu'avant, on ne va pas adapter le salaire dû au fait qu'il ait travaillé moins. On reste sur un salaire à 100% ou sur ce qui est convenu à la base. Là, on va partir, en fait, on va reprendre la première partie du salaire mensuel. Donc, on avait déterminé que l'employé avait un salaire mensuel à 6 000, qu'il perdait 1 500 francs avec les heures de 40 heures pour la semaine perdue et l'indemnité que l'entreprise touchera de l'assurance chômage pour cette perte. Il y a le calcul de l'indemnité RHT. Il se fait en fait le mois. L'employé aurait dû travailler 176 heures. Il en a perdu 40. Les 40 sur les 176 font la perte d'heures du travail de 22,73%, ce qui donnerait, si nous prenons le salaire qu'il touche avec la part au 13e, il avait 6 500 francs. Si nous calculons les 22,73 aux 6 500 francs, nous allons arriver sur les 1477,45 et ce qui donne à 80% les 1181,95. Donc, l'entreprise paiera un déficit de 18 francs 05 entre ce qui vont toucher de l'indemnité RHT et ce qui va être utilisé pour le calcul du salaire. Les 472 francs 80, c'était la perte auparavant concernant les jours d'attente en fait. Mais comme tous ces délais ont été supprimés, il n'y aura plus de perte de ce montant-là. La comptabilisation des indemnités RHT, en fait, on va prendre, comme d'habitude, le salaire brut qu'on va passer au débit dans le compte de charge et on va le diminuer dans le compte crédit du compte courant salaire. Ensuite, on va diminuer le compte courant salaire de 1 500 francs avec le compte de charge salaire pour les 1 500 francs. Et les indemnités d'assurance, on va les recevoir, on va les comptabiliser dans le compte indemnité d'assurance et on va déduire le compte courant salaire également. Ensuite,
on va faire comme d'habitude pour les assurances sociales, donc compte courant salaire au compte d'assurance sociale qui correspond, et on aura le salaire net total qui aurait dû être payé à l'employé. Ensuite, il faut toujours ne pas oublier de comptabiliser la provision pour le 13e, et nous allons également avoir le paiement des indemnités RHT qu'on recevra par la banque et du coup qu'on compensera par le compte indemnité RHT. Pour ça, c'est vrai qu'il est nécessaire de créer un compte indemnité RHT afin d'avoir un suivi sur ce que vous avez payé à l'employé et ce qui vous est remboursé. Vous verrez que du coup, vous aurez une différence entre ce qui vous avez payé et ce qui vous a été remboursé de 18 francs 05 qui correspondent aux frais que vous allez passer du coup dans un compte de charge concernant ces frais RHT. Ensuite, soyez au courant aussi que l'assurance chômage va vous rembourser la part des cotisations employeurs de 75 francs 35, donc que vous allez mettre en diminution de votre compte de charge des cotisations pour l'employeur. Bien sûr, tout ça, c'est un exemple fictif. Les comptes sont propres à l'entreprise, donc les comptes que vous avez ici ne seront peut-être pas les mêmes que ceux que vous avez chez vous. Je repasse la main à ma collègue Lorraine pour les cas particuliers concernant ces comptes RHT. Merci Virginie. Alors, le premier cas que nous allons traiter, c'est le paiement du salaire à 100%. Comme il nous a été indiqué, l'employeur peut décider de maintenir le salaire de l'employé à 100% en payant le delta de 20%. Ici, nous reprenons le tableau avec les montants calculés précédemment pour la comptabilisation des salaires avec réduction de temps de travail à 80%, qui nous donne un salaire net de 5 000 francs 750. Et juste à côté, vous avez le décompte de salaire à 100% où il n'y a aucune mention des heures perdues. Le salaire net total s'élève donc à 5 307 francs 50. Comme vous pouvez le constater, officiellement, on peut rester encore. Oui, merci. Vous pouvez le constater, officiellement, il n'est pas nécessaire de mentionner la perte de salaire due à la réduction du temps de travail, même si vous pouvez décider de le faire, mais pour des questions fiscales propres à l'employé, il faut impérativement le mentionner sous chiffre 15 du certificat de salaire. Ensuite, on traite les mois avec compensation vacances. Comme pour les autres décomptes, on commence par mentionner le salaire mensuel convenu et les heures effectuées. Ensuite, nous avons les vacances prises, ce qui correspond ici à 40 heures, et le temps de travail effectué, ce qui veut dire que l'employé a réalisé ici 35 heures. Avec ces informations, on peut déterminer le nombre d'heures perdues du mois. Pour ça, on prend le total d'heures convenues 276 heures, d'où on enlève les 40 heures de vacances et les 35 heures travaillées. On arrive à une réduction de temps de travail de 101 heures. On multiplie ce nombre d'heures par 37,50. Le prix de l'heure a été défini auparavant. On arrive à un montant de 3 787 francs 50 de déduction. On tient compte de l'indemnité à 80% du salaire perdu de 3 787 francs 50, ce qui nous donne un remboursement de 3 000 francs 30. Dans ce cas, le salaire de l'employé s'élève à 5 242 francs 50. Pour rappel, les cotisations se font sur le salaire mensuel sans tenir compte de la réduction, ainsi que le calcul de la provision du 13e. Maintenant, abordons les décomptes ayant les indemnités journalières accident. On reprend les chiffres de base avec le salaire mensuel convenu. Dans ce cas, les heures de la semaine d'absence pour accident doivent être enlevées. 6 heures sont à la charge de l'assurance accident. Et ici, la réduction de salaire est de 1 400 francs. Ensuite, les 2 jours dus au délai d'attente sont à la charge de l'employeur. On calcule le salaire à 80%, ce qui nous donne un montant de 320. On rajoute également l'indemnité de l'assurance accident qui s'élève à 854 francs 75. Et on tient compte du nombre d'heures effectuées dans la colonne d'heures afin de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail perdues. Dans notre exemple, le nombre d'heures à effectuer moins le total des heures des différentes lignes qui ont déjà été prises en compte indique que le nombre d'heures perdues est de 61 heures.
on multiplie par le salaire horaire de 37,50, ce qui nous donne une réduction de 2287,50. Sur cette base, on calcule l'indemnité de 80%, alors le remboursement est de 1830 francs. On arrive à un montant total de 5 317 francs 25. Le salaire soumis s'élève à 4 920 francs et la provision de la part du 13e à 410 francs. On peut passer au slide suivant pour comprendre ces montants. On prend en compte le salaire mensuel convenu de 6 000 francs, moins la réduction de salaire pendant la semaine d'absence, 2 400 francs, plus les 2 jours à charge de l'employeur de 320 francs, ce qui nous donne le salaire soumis total de 4 920 francs. Et la provision de la part du 13e pour ce mois est 1/12e du salaire soumis aux cotisations sociales, donc 4 920 divisé par 12, qui nous donne 410 francs. Maintenant, je vais laisser Nicolas vous parler de l'obligation ou non de continuer à payer le salaire. Oui, merci Lorraine. Donc, je reprends la main après ces explications très détaillées et complètes sur la manière dont on comptabilise ces RHT. Une question qui est liée au RHT, c'est de savoir si, au niveau du droit du travail, un employeur est tenu de continuer à payer le salaire de son employé, en particulier lorsque la couverture indemnité pour réduction d'horaire de travail ne serait pas suffisante. Donc, pour ce cas de figure, il faut examiner différentes possibilités. C'est en particulier important si on a affaire à des personnes, par exemple, dont le salaire effectif est supérieur aux 12 350 francs, qui sont le plafond admis pour les RHT et l'assurance chômage, dans la mesure où pour ces personnes-là, évidemment que la baisse de salaire, potentiellement, elle sera supérieure aux 20% qui sont prévus dans la RHT. Donc, la première catégorie qu'il faut bien examiner, c'est les cas dans lesquels il y a une baisse d'activité pour des raisons inhérentes à l'employé. Hein. Le premier cas qu'on pourrait donner, ce serait une personne qui revient de l'étranger et qui est mise en quarantaine personnelle sur ordre de l'autorité parce qu'elle revient d'un pays qui est considéré comme à risque. Notre recommandation dans ce contexte, c'est de dire que le salaire est dû comme si la personne était malade. Donc, on applique l'article 324b du Code des obligations. Et en principe, selon qu'on applique l'échelle zurichoise, bernoise ou bâloise, on a droit à une compensation de son salaire de 80% pendant la période donnée. Il faut savoir que ce point est cependant contesté dans la littérature et la doctrine juridique, et une autre branche une partie de la doctrine et de la littérature est d'avis que dans ces cas-là, aucun salaire n'est dû ou alors les règles ne sont pas applicables. Le deuxième cas de figure qui est intéressant, c'est une baisse d'activité qui est liée à des raisons qui relèvent du risque opérationnel de l'employeur. On peut donner comme exemple des mesures d'hygiène qui seraient insuffisantes, en particulier pour les personnes qui sont considérées comme vulnérables ou à risque, avec les deux nouvelles dispositions, articles 10b et 10c de l'ordonnance COVID-19. Dans ces cas-là, dans la mesure où, entre guillemets, le risque incombe à l'employeur et que c'est lui qui ne satisfait pas aux exigences qui sont prévues, la logique est que le salaire est dû selon les règles de l'article 324 CO, c'est un salaire à 100% pour une durée illimitée. Et la troisième catégorie qu'il convient de mentionner, c'est les cas dans lesquels il y a une baisse d'activité pour des raisons qui ne sont pas liées au risque opérationnel de l'employeur. Par exemple, la fermeture officielle de l'entreprise, on prend l'exemple d'un commerce ou autre, et là, sous l'angle du droit du travail, il n'y a fondamentalement aucun droit au salaire, et c'est bien pour cette raison que les indemnités de réduction d'horaire de travail interviennent, mais pour ces employés-là, elles sont capées à 12 350 francs. Donc c'est un domaine qui, sous l'angle du droit du travail, reste extrêmement délicat et il faut vraiment examiner ces cas particuliers les uns
à côté des autres et en fonction des circonstances du cas concret. Et il est souvent difficile, même si on vous a donné ici quelques exemples, il est souvent difficile de pouvoir tirer une règle générale et il vaut mieux prendre contact avec un spécialiste du droit du travail pour examiner ces questions. Voilà, je repasse la main à mes collègues pour la suite de la présentation. Alors, pour faire suite à ce que Nicolas dit, on va vous montrer comment se passeraient les différents décomptes de salaire en cas de salaire excédentaire pour les RHT. Donc, on va commencer par la première. Donc, la première, c'était le salaire. Comment est payé le salaire pour les raisons inhérentes à l'employé. Donc, pour ce cas, comme dit précédemment par Nicolas, le salaire sera payé à 80% par l'employeur et nous partons donc sur la base du salaire mensuel de 18 000. Pour calculer en fait les indemnités qui seront compensées par la caisse de chômage, nous allons faire la différence entre l'excédent de salaire en calculant le 20% du salaire excédentaire. En fait, nous prenons les 18 000 francs fois 13 mois pour arriver à 234 000 par année, que nous allons diviser par les 2080, ce qui nous donnera un tarif horaire de 112 francs 50. Cependant, comme dit précédemment, l'assurance chômage ne rembourse qu'à hauteur de 148 200 francs par année, soit 12 350 par mois. Donc, pour avoir l'indemnité payée, on aura les 148 200 qu'on va également diviser par les 2080 et on fera la différence entre les deux tarifs, donc 112 francs 50 moins les 71,25 qu'on convertit à hauteur de 20% qui nous donne 8 francs 25. Donc, comme avant, on part sur une base du fait que le salaire a été payé pour 40 heures seulement. Donc, nous multiplions les 8 francs 25 à 40 heures, ce qui nous donne les 330 francs pour réduire le salaire en fait excédentaire de 20%. Ensuite, on prend le maximum autorisé par l'indemnité chômage, soit les 71,25, qu'on multiplie par 40 aussi pour arriver aux 2850. Donc là, nous aurons les heures perdues RHT à 100% et afin d'arriver aux 80% des indemnités touchées par le chômage, nous multiplions les 2850 à 80%, ce qui nous donnera les 2280. Les cotisations sont toujours payées sur le 100%, à part pour les cotisations où il y a un maximum de 12 350, donc pour l'assurance chômage et pour l'assurance accident. Ensuite, on va vous montrer le calcul détaillé fait par l'assurance chômage. Donc, comme avant, ces derniers vont se baser sur les heures perdues de 22,73% qui vont appliquer aux 12 350 francs. Donc, on aura un total de 2 807 francs 15 à 80% de 2 245,70. Le déficit non assuré, donc ce que l'employeur va payer qui ne sera pas remboursé par l'assurance du chômage, sont les 1924 francs 30. Sur la slide suivante, on va voir les rachetés pour des raisons relevant du risque opérationnel de l'employeur. Donc, s'il y a un problème dû à l'employeur et le salaire est payé à 100%. Donc, tout simplement, on va juste décompter les indemnités à hauteur de 148 200 par année. Donc, c'est comme avant, on va reprendre les 71,25 fois 40, mais cette fois, on ne corrige pas le 20% du salaire car tout doit être payé à 100% pour les salaires excédentaires. Là, vous verrez avec tous ces calculs que la RHT touchée par l'employeur sera de 2245,70 et que du coup, l'employeur va subir un déficit de 2254,30 comme il paiera le salaire excédentaire à 100%. Sur le troisième exemple, on aura les RHT pour les raisons non liées au risque opérationnel de l'employeur. Donc là, nous allons diminuer totalement les salaires excédentaires car l'employé va toucher vraiment le 80% et ne touchera pas la partie excédentaire pour la période où il a une perte d'heures effective. Donc là, nous reprenons les 41,25, donc la différence entre les 112,50 et les 71,25 qui correspondent au tarif journalier entre le salaire excédentaire et le salaire maximum autorisé par le chômage, fois les 40 heures. Et là, on va déduire sur le salaire, cette fois, les 1650 francs. Ensuite, on va calculer de nouveau les heures perdues RHT à 100% et le paiement RHT à 80% de 2280 qui reste le même.
Et là, cette fois, vous verrez que sur le salaire total des 12 350, l'assurance chômage va rembourser un total de 2 245,70 des RHT à 80% et que là, l'employeur n'aura une perte que de 34,30 comme il ne payera pas de complément de salaire pour le salaire excédentaire. Je redonne la main à Lorraine pour la suite. Merci Virginie. Toujours dans les cas particuliers, on va aborder maintenant la pluriactivité dans le cadre de la réduction de travail. Pour comprendre ce cas, prenons l'exemple suivant. Un travailleur avait un salaire de 4 500 francs pour une activité à 100% avant la crise. Et ensuite, il subit une réduction de temps de travail de 80%, ce qui veut dire finalement qu'il est encore occupé à 20% auprès de son employeur. Et il a de la chance et trouve un CDD auprès d'un deuxième employeur pour une activité à 50% où il gagne 3 000 francs. Dans ce cas, il a 20%, on peut voir sur son décompte, il a 20% de son salaire de base qui correspond au temps qu'il est encore occupé, les 900 francs, plus l'indemnité pourrait racheter de 80% du 80% parce qu'il est encore occupé à 20%, donc il a 2 880 francs, plus son revenu temporaire de 3 000 francs. Dans ce cas, il a une rémunération brute de 6 780 francs, ce qui correspond à une augmentation de 2 280 francs par rapport à son salaire de base. Dans ce cas précis, il faut absolument que l'employé s'annonce auprès de son premier employeur pour éviter la surindemnisation. Il faut savoir que les dispositions du droit du travail continuent à s'appliquer. Donc, si on exerce une activité, on doit s'assurer que ce ne soit pas au détriment des règles du droit du travail déjà appliquées, comme par exemple le respect des clauses de non-concurrence. Voilà, j'ai fini pour ma part. Merci Lorraine et Virginie pour ces informations extrêmement détaillées et complètes. Si vous avez des questions en lien avec toutes ces problématiques de réduction d'horaire de travail, d'indemnité, de décompte et autres, vous pouvez trouver d'abord ce webinaire ainsi que d'autres informations sur notre site internet en lien avec le Covid-19. Et nous avons au niveau de la région romande un team d'une bonne dizaine de personnes qui traitent plus particulièrement ces problématiques de RHT dont je vous passe ici les photographies. Vous avez des personnes dans chacune de nos succursales et vous avez également leurs coordonnées, leur adresse de courrier électronique ainsi que leur numéro de téléphone direct. Et vous pouvez donc les contacter pour répondre à leurs questions si vous en avez encore. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et tous de votre attention et d'avoir pris part à ce deuxième webinaire. Vous souhaite le meilleur pour vous et pour votre entreprise et n'hésitez pas à faire appel à nos spécialistes si vous avez des questions particulières en lien avec ces problématiques de réduction d'horaire de travail et des décomptes. Excellente journée à toutes et tous et au plaisir de vous voir lors d'un prochain webinaire.